va passer un petit film qui va expliquer le projet d'Energy Observer d'un point de vue technique. Donc un très joli film. Cette odyssée, on l'a entreprise parce qu'on rêvait d'un monde où l'humanité serait reconnectée avec la nature. On est convaincu que l'énergie, c'est la clé pour bâtir un monde plus propre, plus harmonieux. Energy Observer est une plateforme expérimentale des énergies de demain. Un bateau intelligent, révolutionnaire, qui navigue sans abîmer la planète. Sa propulsion électrique est alimentée par des énergies renouvelables. Soleil, vent, courant marin. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à stocker son énergie sous forme d'hydrogène produit à partir de l'eau de mer. Une technologie qui lui permet de naviguer en autonomie totale. Aujourd'hui, il est nécessaire de donner du sens à l'innovation, la mettre au service des enjeux auxquels l'humanité est confrontée. Donc je trouve que le parallèle entre ce bateau qui, quelque part, pourrait être une représentation de notre planète, il faut qu'on l'applique à l'échelle de la Terre, quoi. À bord, nous sommes des marins, des ingénieurs, des reporters. Pendant 3 ans, nous avons testé et optimisé nos technologies en Méditerranée, en Europe du Nord, et réalisé notre grand challenge en devenant le premier navire à rallier l'île du Spitzberg, au cœur de l'Arctique, grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Une aventure hors norme qui nous a permis de valider nos technologies sous toutes les latitudes et dans les milieux les plus extrêmes. Nous sommes maintenant prêts pour notre plus grand voyage qui nous emmènera autour du monde jusqu'en 2023. 2020 est l'année des grandes traversées. Plus de 3000 milles à travers l'océan Atlantique jusqu'au canal de Panama, puis l'océan Pacifique pour une navigation de 7000 milles. Nous naviguerons ensuite à travers le Pacifique Nord pour rejoindre la Californie, San Francisco, Los Angeles et San Diego, avant de repartir en 2021 vers le Pacifique Sud. Dans un monde en profonde mutation, face aux phénomènes climatiques extrêmes et à la peur du lendemain, nous menons une odyssée positive, en mer comme sur terre, à la rencontre des femmes et des hommes qui réinventent l'énergie. Avec un champ solaire comme celui-ci, on peut fournir combien de foyers? 120 000. L'agriculture. Elle peut devenir une arme de construction massive. L'économie. Depuis 10 ans, Totnes est devenue une Silicon Valley de la résilience. La solidarité. Et ceux qui trouvent des solutions pour protéger la biodiversité. Nommé premier ambassadeur français des objectifs de développement durable, Energy Observer veut porter la voix de ces pionniers qui s'engagent pour transformer le monde. Lors de nos escales, nous voulons convaincre les décideurs qu'il est urgent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Qu'une autre voie est possible. Et sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'agir chacun à son échelle. Nous voulons prouver que notre histoire peut s'écrire autrement. Le futur commence maintenant. Quelle belle vidéo, quel beau voyage, quel beau projet. Alors on va accueillir 3 personnes sur ce plateau. Il y a François Tapin, bonjour, d'Energy Observer. Il y aura Franz Ebader de Martinique, de Green Technology, et Nicole Erdan, notre ambassadrice de la transition écologique et solidaire en Guadeloupe. Pour commencer, Monsieur Tapin, qu'est-ce que vous rajouteriez par rapport à cette vidéo, par rapport justement aux évolutions, à l'évaluation technique, ce projet qui a dû être pris pour un projet fou là aussi au début et qui prouve depuis 3 ans qu'il fonctionne, qu'on a pu aller n'importe où avec. On a eu Victorien il n'y a pas très longtemps en direct qui nous disait qu'ils n'avaient jamais eu d'aussi bon rendement que depuis la Caraïbe. Donc quel est le bilan des volets techniques? Le bilan, c'est que ça marche et qu'aujourd'hui, on continue l'Odyssée et mais toutes ces inventions et ces mises au point sur lesquelles, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques, on se rend compte qu'en quelques années, on est passé à des rendements qui sont fabuleux et puis on a des panneaux photovoltaïques qui peuvent se mettre sur des toits. Au lieu de mettre des tuiles, on met des panneaux photovoltaïques et on capte l'énergie. Il ne faut pas oublier que le bien commun sur lequel
tout le vivant et toute la Terre est, c'est très simple. Hein, c'est le Soleil et l'attraction et la gravité. Hein. Les marées ne sont que le fruit de la gravité créée par la Lune et tout le reste, le vent et le rayonnement solaire, c'est le Soleil. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à exploiter tout ça, qui est un bien commun, pour le rendre disponible pour le plus grand nombre. Nous avons à cœur que ça ne reste pas juste le fruit d'un démonstrateur, mais nous sommes en train d'industrialiser, de créer une société qui est créée et qui a pour but de rendre disponible pour le plus grand nombre à des prix abordables toute cette énergie en créant de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. On va parler dans un deuxième temps. Des prochains développements. Ouais. Le bilan de l'hydrogène, ça donne quoi? Le bilan de l'hydrogène, c'est que c'est quand même le meilleur moyen de stocker l'énergie. L'hydrogène est un moyen de stocker l'énergie et de la régénérer. Mais on le crée à partir d'énergie électrique. On le crée à partir de l'eau. Donc, que dire de plus? Que quand je vous donne un exemple, on fait des groupes électrohydrogène pour chauffer des maisons. Aujourd'hui, quand on fait un groupe diesel, ce groupe il a un rendement de 30% et on peut espérer capter un petit peu de chaleur sur ce groupe, sachant que souvent on se rend compte que ce groupe est utilisé pour faire de l'eau chaude. En fait, si vous prenez un groupe électrohydrogène, vous avez 43% de l'énergie qu'il y a dans l'hydrogène qui va devenir de l'électricité. Et le reste, c'est de la chaleur directement exploitable pour chauffer de l'eau. Donc, vous arrivez à des rendements de quasiment 100%. Et tout ça en crachant de l'eau. Merci. En fait, il suffit de le faire. Merci pour le grand principe. On va vraiment revenir vraiment sur le sujet. Franz, par rapport à ça, là, on est dans de la tech, high-tech de production d'énergie. Toi, ton grand sujet qui est aussi philosophique, c'est Empowering People. Peux-tu nous parler un peu de ton projet et faire les liens? Merci Nicolas. Effectivement, Empowering People, c'est la devise de Green Technology. Et aujourd'hui, notre peuple, notre génération a un rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous en jeu, c'est-à-dire avec un risque. Le risque, il est documenté, c'est le risque climatique. Et l'opportunité, elle tient en fait à la conjonction dans un espace-temps qui est maintenant de 3 technologies. C'est le panneau solaire, le véhicule électrique, s'il n'est pas parfait, permet de rouler de façon très rentable à l'énergie solaire, et l'Internet qui permet de créer des modèles où toute la population est capable de s'approprier cette énergie. Et la prise de conscience, c'est cette intuition que notre peuple a de sa propre puissance, de ce potentiel. Et donc, aujourd'hui, l'Internet de l'énergie, c'est possible, c'est rentable, et parce que ça se sait, parce que cette conscience arrive auprès de tout le monde, j'ai presque envie de dire que ça devient une obligation civique pour nous, les faiseurs, et pour nos décideurs. Bon, Franz, on va attendre que la bande passante s'améliore un petit peu. François, quelles sont les grandes tendances, les grands sujets en développement justement sur la question du solaire? Parce qu'on entend souvent des gens qui disent le solaire, les panneaux solaires, c'est hyper polluant, ça se recycle pas, c'est moche. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces sujets-là qui sont là? Pourtant le soleil, ça paraît quand même une des solutions. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Alors les panneaux solaires, c'est moche. Je vous invite à aller regarder un type de panneau solaire. C'est pas nous qui les vendons, mais c'est SunStyle, comme le soleil et le style, et vous m'en direz des nouvelles. Donc ça marche et c'est récent. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les panneaux solaires aujourd'hui ont une durée de vie qui s'est grandement améliorée, et des rendements qui sont aussi bien meilleurs qu'avant. Après, je pense qu'il faut rester raisonnable. Vous trouverez toujours un aspect polluant à l'activité humaine. Tout à l'heure,
on peut se demander si finalement le seul nuisible qui est sur la Terre ne serait pas l'humain, mais c'est autre chose. Et moi, je pense que le vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que nous dépassons stupidement la capacité de la Terre à accepter ces pollutions. En fait, de tout temps, la Terre a eu des pollutions qu'elle est capable d'absorber. Ça fait une pollution, c'est un petit peu comme dire un nuisible. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on pollue pour des choses qui vraiment n'en valent pas la peine. Sur les véhicules électriques, je tiens à préciser qu'un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. Par contre, au lieu de stocker son électricité avec des batteries, et donc en utilisant énormément de métaux rares, si on devait équiper tous les véhicules en électricité, ça pose un problème, même s'il y a d'énormes progrès qui sont faits sur les batteries. Si vous voulez le stocker avec de l'hydrogène, et qu'avec une pile à combustible, vous créez votre électricité, tout le reste, c'est un moteur, c'est de l'électricité. Energy Observer, notre bateau, il fonctionne avec des moteurs électriques. On équipe d'autres bateaux électriques. Donc, on a beaucoup de gens qui veulent avoir une propulsion électrique. Donc, ça, à hydrogène. Donc, on le fait avec des panneaux solaires, sans panneaux solaires. Donc, ça, voilà, ça, c'est l'une des activités sur laquelle on est parce qu'il faut se rendre ce bien commun disponible pour le plus grand nombre. On a les groupes électro-hydrogène et puis on a des stations de création d'hydrogène. Je crois que Franz est revenu, donc je suis intéressé de prendre son avis à ce sujet. Merci François. Franz. Merci François. Alors effectivement, sans épiloguer sur le véhicule électrique, on est d'accord sur se déplacer, ça pollue et que la meilleure technologie de déplacement, ça reste la charrette en bois tractée par un cheval. Après, et c'est pas une blague en plus. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'Internet de l'énergie aujourd'hui, comme c'est possible et comme ça se sait, eh ben aujourd'hui c'est un devoir éthique, c'est un devoir civique. Et donc nous, Green Technology, on est passé de l'obligation à l'acte. Concrètement, ça ressemble à quoi? On a commencé par le plus accessible, c'est-à-dire l'Internet de la recharge de véhicules électriques. Là où on avait des stations-service qui coûtaient très cher et qui étaient centralisées dans les mains de quelques grosses compagnies parce que c'est d'une immense complexité. J'ai pas pétrole, je le connais, cet acheminement de pétrole à la pompe. Aujourd'hui, une borne de recharge, c'est accessible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée un modèle où un site hôte accueille une borne. Et donc, chaque site hôte, un boulanger, quelqu'un, un supermarché, n'importe qui, participe au modèle économique. Un usager utilise ces sites hôtes par rapport à travers une plateforme qu'on appelle EasyDrive. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, en 2020, on lance le projet GreenQuad où on fait exactement la même chose autour du panneau solaire. C'est-à-dire que toute personne qui a une toiture, une collectivité, une entreprise, un particulier, met à disposition sa toiture à un loyer, donc participe au modèle économique et peut revendre une partie de cette électricité-là, soit effectivement, alors il faut faire attention juridiquement, mais en tout cas peut revendre la valeur de cette électricité-là, soit comptablement, soit à travers une borne en kilomètres verts. Donc, il est aujourd'hui rentable possible de faire cet Internet de l'énergie. Nous avons décidé de le faire. C'est un bien commun. J'ai noté l'expression de François, et il doit aujourd'hui pouvoir être redistribué et utilisé, géré par la communauté. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas un choix socialiste, communiste, ce n'est pas un dogme, c'est juste qu'une fois qu'on a un panneau solaire à 100 €, une borne de recharge à 5 000 € et qu'on est capable d'utiliser pour notre mobilité, pour nos foyers, c'est tout simplement la meilleure organisation possible aujourd'hui et demain. Et demain, en plus, la mobilité sera peut-être un peu automatique. Voilà, donc on est rentré dans cet Internet de l'énergie et nous, on est le pied dedans. C'est pas demain d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Et ça reste la meilleure façon de l'organiser. Merci beaucoup, Franz. J'ai envie de dire, pour moi, je synthétiserai. Et tout à l'heure, François, je disais, ce sont un peu des croyances, mais la question des couleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en effet, que maintenant, il y a des panneaux solaires qui peuvent s'incruster, qui peuvent avoir différentes couleurs pour s'adapter au code de l'urbanisme.
ou au plaisir personnel. La question du recyclage, à ma connaissance, je crois que les panneaux, par obligation, ils sont recyclés à hauteur entre 90 et 95%. Et la question du coût, nous, en tous les cas, en Guadeloupe, la production d'1 kWh, c'est 3 fois plus cher aujourd'hui qu'en métropole. Pourtant, le citoyen ici paye le même prix parce qu'en fait, il y a un prix moyen pour tout le monde. Donc, si aujourd'hui, certaines solutions coûtent un petit peu plus cher, en fait, pour la Guadeloupe, globalement, pour la Guadeloupe, les solutions innovantes coûtent moins cher et feraient faire des économies aux citoyens et nous engagerait en plus en tant que précurseur parce qu'on aurait une solution, alors pas propre, et je suis d'accord avec ça, les solutions propres, les voitures propres, l'énergie propre, il n'y a rien de complètement propre, mais c'est acceptable avec les principes de durabilité de la Terre. Donc la question des coûts, ça y est plus. Donc à un moment, j'ai l'impression que tous les potentiels freins sont levés. Alors ensuite, il en reste d'autres et on les connaît. Il y a des questions de complexité de système, de sécurité des systèmes. Il y a aussi un sujet qu'on va pas pouvoir développer maintenant, qui est la question de la base fiscale, qui est quand même aujourd'hui encore basée sur une ère thermo-industrielle. Mais on a à peu près toutes les solutions. Donc, merci beaucoup à vous deux. Parce qu'Energy Observer, si ça marche sur un bateau, ça peut marcher sur une île. C'est un peu l'idée. Je vais passer la parole à Nicole Herdan, qui va pouvoir nous faire prendre encore plus de hauteur. François, si tu veux rajouter un petit mot avant Nicole, et ensuite Nicole. Sur le prix, je voudrais juste rappeler aux gens que dans de nombreux cas, on estime, on nous assène que les solutions qui sont propres sont plus chères. Je voudrais juste dire que souvent, si on regardait les choses intelligemment, on se rendrait compte que le delta de prix est bien moins élevé que le coût de la pollution. Alors François, je vais enfoncer le clou, c'est ce que disait Nicolas. En Guadeloupe, moi je revends mon électricité solaire à 16 centimes et EDF le produit en centrale diesel vers les 29-30 centimes, entre 25 et 35 centimes selon le type. Donc chez nous, dans la Caraïbe, c'est 2 fois moins cher d'être solaire en plus. Ouais, c'est ça. Merci pour ça. Merci de cette précision précieuse. Nicole, décollage vers 2030 et au-delà. Bonjour à tous et vraiment merci de cette opportunité que toute l'équipe vous m'offrez pour parler un sujet qui n'est pas facile, mais que vous rendez facile et accessible grâce à vos nombreuses initiatives et projets qui essaiment sur le territoire. Donc, je vais parler d'objectifs de développement durable. Il faut comprendre que 2015 a été un tournant majeur dans la transition écologique parce que la France, donc je suis ambassadrice de la stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable, et la France se dotait de cette stratégie en 2015. Et un deuxième élément déclencheur, c'est que elle a fait partie justement de ces 196 pays ou 197 à avoir signé l'accord de Paris dans le cadre de la 21e conférence climat, ce qui a permis d'adopter l'agenda 2030 et les fameux 17 objectifs de développement durable. Des objectifs qui, je le précise, succèdent aux objectifs du millénaire qui étaient considérés comme trop silotés. Donc, avec 3 pans, le social, l'environnemental et l'économique. Aujourd'hui, on se rend compte, donc ces nouveaux ODD s'inscrivent dans la voie de la transformation et proposent un plan mondial pour préserver à la fois notre planète, mais également ses habitants. Donc, c'est vraiment un projet de société, un projet planétaire qui nous est proposé avec une vision qui appelle l'ensemble des acteurs à agir vraiment à toutes les échelles. Car pour la première fois, les ODD sont appréhendés de façon transversale et concernent vraiment tous les pays. C'est un projet un peu plus humain et j'ose le dire aujourd'hui, dans ce contexte de crise, ces objectifs apportent un message d'espoir face aux peurs et incertitudes. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, l'agenda 2030, c'est le référentiel de base du développement durable qui engage l'ensemble des acteurs. Alors, quand je parle d'objectifs de développement durable, on me dit toujours, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est trop compliqué, on ne comprend pas. Tu veux bien que, dans les faits, comment les ODD peuvent conduire à un modèle de société plus durable?
et en même temps un modèle de société qui répond aux besoins de tous. Alors, après 2015, il y a eu 2019, parce qu'on est resté longtemps à stagner et à s'interroger sur la façon de mieux mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Donc, la France a établi sa première feuille de route des ODD avec 5 chantiers prioritaires. Et ces chantiers, c'était pour le climat, la pauvreté, la diversité, donc le patrimoine, la biodiversité. Donc, on est aujourd'hui Journée mondiale de l'environnement à parler de biodiversité. C'est une biodiversité qui est aujourd'hui menacée. Donc, un chantier également sur les modes de consommation et de production et enfin une gouvernance mondiale pour humaniser et maîtriser la mondialisation. 2019, pour les Outre-mer, ça a été également un moment important parce que les Outre-mer s'inscrivaient, de mon point de vue, pour la première fois dans cette démarche planétaire. Parce que j'aime à le répéter, ce n'est pas parce que nous sommes éloignés que nous ne serons pas impactés par les effets du réchauffement climatique. Et on le voit très bien à travers les événements qui nous concernent, les événements, les aléas climatiques, la perte accélérée de la biodiversité, on en souffre. Alors pour les Outre-mer, il y a 2 documents stratégiques. Donc il y a la trajectoire 5.0 et le fameux livre bleu. Et ce livre bleu, on n'en parle pas suffisamment. Et pourtant, que de ressources justement. La ministre des Outre-mer, elle a tracé la route des ODD pour les Outre-mer à travers cette trajectoire 5.0 qui traduit une nouvelle façon d'imaginer et de construire les Outre-mer. Elle nous invite justement à penser et à imaginer des futurs souhaitables à travers 5 grands défis. Donc, le zéro d'une manière générale, exclusion, zéro vulnérabilité au changement climatique, zéro carbone, zéro polluant agricole et zéro déchet. Alors, tout cela pour dire que nous, au territoire Outre-mer et RUP, ultra-périphérique, nous participons désormais à ce mouvement planétaire de construction d'un agenda de solutions et 2030. Et c'est pour ça que je suis vraiment particulièrement heureuse de participer à ce tableau, à cette table ronde aux côtés d'Énergie Observer, parce que je crois fondamentalement que l'ADN d'Énergie Observer, c'est justement faire le tour du monde pour essaimer sur le territoire et capitaliser toutes les expériences, les initiatives pour changer et transformer le monde. Ouais. Merci beaucoup, Nicole. Oui. Je vais rebondir ce que tu viens de parler. On en a parlé avant. On a parlé de toutes les potentialités qu'on a ici. La mer, la terre, les espèces, les plantes médicinales. Souvent, les gens disent on va aller où? En effet, il y a un projet qui est un projet universel qui s'appelle l'Agenda 2030. Donc, on n'a pas toujours tout à réinventer. Il y a des projets qui existent déjà. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu proposes là. Effectivement, outre les objectifs de développement durable qui ont vraiment une dimension planétaire, on a quand même cette trajectoire qui nous intéresse. Mais de façon plus concrète, il y a le livre bleu des Outre-mer. Et c'est vraiment une contribution du ministère à l'agenda 2030. C'est un livre bleu et il dédie, puisque la thématique aujourd'hui c'est l'énergie, il dédie effectivement une belle part à la biodiversité, à l'économie circulaire, etc. Mais il permet justement aux Outre-mer et aux territoires ultramarins de bénéficier, par exemple sur la biodiversité, à compter de 2025 d'une expérimentation de projets de territoire reposant sur des solutions innovantes fondées sur la nature. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui, certainement, nous aura le consacrer dans cette expérimentation de projet de territoire. Et il y a un volet très important, justement, et je reprends un petit peu ce qui est dit sur le livre bleu. Nicole, le temps nous manque cruellement et pour respecter nos derniers intervenants. Ça vaut le coup quand même de l'entendre. Les Outre-mer incarnent l'avenir énergétique de notre pays et l'occasion nous est donnée collectivement d'en faire les précurseurs 100% énergie.